Dans ce tutoriel, nous allons aborder le thème des marchés. Nous allons commencer par rappeler le principe de la loi de l'offre et de la demande. Prenons par exemple les premières fraises de la saison. En termes de prix, elles seront chères. Je vais les positionner sur l'axe au niveau P1. On peut supposer que face à un prix élevé, la quantité demandée sera faible, notée ici Q1, et on a donc un premier point de construction. Au fil des semaines, le prix va baisser, la quantité demandée risque d'augmenter, on obtient un deuxième point de construction et on peut tracer ainsi une courbe, la courbe de la demande, décroissante par rapport au prix, ce qui signifie que plus le prix s'élève, moins les ménages sont demandeurs et inversement. La demande peut dépendre du prix, du revenu, des préférences, du fait que les biens soient substituables ou plutôt complémentaires, des anticipations des ménages. Traçons maintenant la courbe de l'offre. Nous allons prendre deux exemples. Sur le marché du travail par exemple, l'offre est représentée par nous, la population active. Ainsi, entre un salaire de 1000, 2000, 5000 euros, évidemment les ménages seront plutôt demandeurs, plutôt offreurs de leur force de travail pour 3000 euros que pour 2000 plutôt que pour 1000. Deuxième exemple, sur le marché des capitaux, si notre banquier nous propose une rémunération à 1%, 2%, 3%, a priori nous sommes plus offreurs de notre épargne pour 3% que pour 2%. L'offre dépend elle aussi de différents paramètres, du coût, du profit réalisable pour les entreprises, des anticipations notamment. Par intersection entre la courbe de demande et la courbe d'offre, nous arrivons à un point d'équilibre qui traduit à la fois un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Ce qui signifie que, à ce prix-là, toute l'offre a trouvé preneur et que tous ceux qui cherchaient ont pu obtenir, sans excédent et sans pénurie. Quelle est, à votre avis, la variable qui permet de faire l'ajustement le plus rapidement sur le marché? Est-ce le prix ou est-ce la quantité? Prenons par exemple le fait d'aller sur un marché physique. Vous cherchez du poisson, vous arrivez vers 10 h le matin, les prix des bars sont par exemple à 50 € le bar, beaucoup trop cher pour vous. Vous faites le tour du marché, vous revenez vers 13 h, sachant que le poissonnier va bientôt fermer et ne travaille pas le lundi, et qu'il lui reste par exemple 5 bars. Évidemment pour lui, la seule façon de vendre tous ces bars est de baisser le prix, 20 €, 10 €, lorsqu'ils sont plus qu'à 2 €, le produit sera vendu. Deuxième exemple, admettons que vous ayez le seul abricotier de France, ce matin vous avez secoué votre abricotier et récupéré 500 kg, vous vous présentez sur le marché avec votre offre. De nombreux clients sont intéressés par vos abricots, la demande et l'offre aboutissent à un premier prix d'équilibre. Cependant, la demande étant tellement importante, elle se translate ici vers la droite et bute sur notre courbe d'offre à un niveau de prix plus élevé. En réalité, dans les deux cas, nous venons de voir ici que c'est par le prix que l'ajustement peut le plus rapidement se refaire sur le marché. Il faut cependant nuancer ce que je viens de dire à l'instant. En réalité, effectivement, à court terme, l'ajustement se fait le plus rapidement par le prix, mais à long terme, l'ajustement se fera davantage par les quantités. Ainsi, si tout le monde souhaite manger des abricots, le producteur plantera plus d'arbres, ou tout simplement le niveau de concurrence va augmenter. Nous allons illustrer le principe de l'offre et de la demande cette fois avec une action, l'action de la Société Générale. Quelques rappels au préalable. Sur tout marché, si la demande est supérieure à l'offre, alors l'ajustement peut se refaire par un prix qui s'élève. Inversement, si l'offre est supérieure à la demande, l'ajustement peut à nouveau s'effectuer par un prix à la baisse. Autre élément important, en gardant en tête que demande signifie achat, demander c'est comme acheter, offre signifie vente, donc offrir est comme vendre. Question. Le mouvement ascendant représenté par la flèche rouge traduit-il un mouvement de demande ou un mouvement d'offre sur le cours de l'action Société Générale? On voit ici que le prix était à 80 € en 2005, grimpe jusqu'à 150 €. On en déduit que si le prix s'est élevé, la demande a été supérieure à l'offre, pour diverses raisons, confiance dans l'entreprise, confiance dans ses choix, dans sa stratégie notamment. Évidemment, le mouvement massif descendant jusqu'à 2009 traduit un mouvement de vente du titre Société Générale.
qui s'explique facilement du fait de la crise des subprimes et qu'il s'agisse d'une action bancaire. Nous avons vu dans le tutoriel précédent qu'il existait 5 secteurs institutionnels que je vais appeler un peu par simplification agents économiques. Eh bien, ces 5 agents économiques interviennent au quotidien sur différents marchés, 4 marchés que nous allons étudier maintenant, sur lesquels à chaque fois nous retrouverons les termes offre, demande et prix. Simplement, le terme prix porte toujours un synonyme beaucoup plus précis. Premier marché, le marché des capitaux. Il existe bien sûr une offre et une demande mondiale de capitaux. Offre et demande se rencontrent pour aboutir à un prix qui porte le nom de taux d'intérêt. Deuxième marché, sur le marché du travail, offre et demande se rencontrent pour aboutir à un prix qui porte le nom de salaire. Sur le marché d'échange, c'est-à-dire les devises, l'euro, le yen, le dollar par exemple, offre et demande se rencontrent pour aboutir à un prix qui cette fois s'appelle cours ou taux de change. Enfin, sur le marché des biens et des services, c'est-à-dire les voitures, chaussures, ordinateurs, le prix reste le terme prix. Nous allons maintenant entrer dans le détail de ces 4 marchés en commençant par le marché des capitaux. Sur ce marché, les principaux offreurs sont les ménages qui disposent pour le cas de la France d'une épargne de 15%. On dit que ce sont des agents qui ont une capacité de financement dans l'économie. Les 2 principaux demandeurs sont l'État, du fait de son déficit budgétaire, et les entreprises, mais ce qui est plutôt logique, du fait d'un besoin de financement pour leur croissance. On dit cette fois qu'il s'agit d'agents qui ont un besoin de financement dans l'économie. Pour satisfaire leurs besoins de financement, ces agents vont émettre des titres sur le marché des capitaux. Pour illustrer quelques exemples de titres, plaçons-nous dans le bilan de l'entreprise, notamment au passif, du côté des ressources. Le passif est composé de 2 grandes sous-parties, les capitaux propres, composés du capital, lui-même composé d'actions, notamment dans une société anonyme, et les dettes qui peuvent être de l'emprunt bancaire ou de l'emprunt obligataire, émis donc sur les marchés, ou encore un billet de trésorerie. Pour comprendre, un emprunt obligataire est en réalité composé d'un très grand nombre d'obligations, ou dit dans l'autre sens, une obligation est un petit bout d'un grand emprunt obligataire. À titre d'exemple, l'entreprise Sodexo a émis en 2016 un emprunt obligataire de 600 millions d'euros. Pour distinguer obligations de billets de trésorerie, il s'agit essentiellement de l'échéance. Les obligations sont des titres de long terme, les billets de trésorerie de court ou de moyen terme. Ce graphique permet de mettre en avant la capacité ou le besoin de financement des différents secteurs institutionnels. Ainsi, on se rend compte que pour les entreprises, il s'agit systématiquement d'un besoin de financement, besoin qui s'est d'ailleurs nettement réduit pendant la crise des subprimes, traduisant de moindres projets, on va dire, de croissance ou de développement. Pour les sociétés financières, donc le monde des banques et assurances, c'est bien sûr un agent à excédent de financement. Là encore, on voit l'impact de la crise des subprimes, puisque les États sont venus au secours des banques, lesquelles banques n'ont pas forcément reprêté les fonds qui leur ont été prêtés. Pour les APU, c'est systématiquement un besoin de financement nettement amplifié du fait de la crise des subprimes, les États étant allés sur les marchés financiers, récupérer des fonds pour prêter ensuite aux banques. Les ménages sont bien sûr un agent à excédent de financement. Là encore, la crise des subprimes se traduit par une épargne de précaution plus importante sur les années 2009 et 2010 notamment. Le secteur ISBLSM est à l'équilibre et concernant le reste du monde, systématiquement un besoin de financement, notamment du fait du commerce extérieur français déficitaire. Intéressons-nous à l'organisation du marché des capitaux. Ce marché est scindé en 2, le marché monétaire et le marché financier. Sur le marché monétaire se retrouvent des titres émis à court ou moyen terme, sur le marché financier des titres à long terme. Le court terme strictement s'arrête à 2 ans, le moyen terme va de 2 jusqu'à 7 ans. Nous avions dit préalablement que sur le marché des capitaux, offre et demande se rencontrent pour aboutir à un prix qui porte le nom de taux d'intérêt. Dans la mesure où nous pouvons citer 2 marchés, il y a donc 2 taux d'intérêt. Les taux à court terme sont issus du marché monétaire et les taux à long terme issus du marché financier.
Nous avons sous les yeux l'évolution des taux d'intérêt obligataires à 10 ans entre 2007 et début 2015 pour un certain nombre de pays. Première remarque, 2007, on est donc avant la crise des subprimes, les taux sont très resserrés autour de 3 à 5%. Arrive la crise des subprimes, on peut prendre évidemment le cas de la Grèce, avec des taux qui s'envolent voisins donc de 30% sur les années 2011-2012. On peut alors se poser la question comment un pays qui emprunte à 30% peut-il espérer rembourser, notamment en l'absence de croissance économique. Gardez en tête aussi que 30% signifie que des investisseurs sont prêts à prendre le risque de prêter à la Grèce contre cette rémunération. Inversement, si on se positionne fin 2014, quand l'Allemagne bénéficie de taux voisins de 0,5 à 1%, cela traduit l'excessive confiance qu'ont les investisseurs sur le pays, donc Allemagne. Deuxième exemple, le marché du travail. Sur ce marché, l'offre est représentée par la population active, soit environ pour la France 28,5 millions de personnes. La demande est constituée par les entreprises, donc le secteur privé, pour environ 80%, et par les APU, environ 20%. Comme dans la théorie, si la demande est supérieure à l'offre, alors l'équilibre peut se faire par un prix, donc un salaire qui s'élève. Exemple, si l'entreprise recherche un ingénieur avec une qualification très précise, très pointue, il n'y a pas d'obstacle à ce que le salaire s'élève. Par contre, si l'offre est supérieure à la demande, admettons une situation de chômage, l'ajustement ne s'effectue plus comme le laisse entendre la théorie parce que la plupart des pays ont instauré un salaire minimum, ce qui crée une forme de rigidité à la baisse du prix, ce dysfonctionnement étant nettement mis en avant par les économistes libéraux. Je vais en profiter pour faire un repérage sûrement un peu grossier mais utile cependant. Les libéraux ont tendance à regarder l'économie par l'offre, c'est-à-dire par l'entreprise, par les coûts dans l'entreprise, alors que les keynésiens ont plutôt une approche de l'économie par la demande, c'est-à-dire par les revenus, par les ménages, par les revenus des ménages. Ainsi, pour toute problématique économique, deux points d'entrée seront systématiquement proposés, sans qu'on puisse dire que l'un ne soit supérieur à l'autre. Prenons l'exemple du SMIC. Le SMIC par les libéraux sera plutôt perçu comme un coût venant perturber la compétitivité de l'entreprise, alors que pour les keynésiens, le SMIC est d'abord un revenu, lequel revenu permet la consommation des ménages et donc de soutenir l'économie. Troisième marché, le marché des changes. Sur ce marché, il n'est plus possible de dire qu'il y aurait des offreurs et des demandeurs types, ce sont plutôt des situations économiques. Exemple, les exportations pour les entreprises, le tourisme pour des ménages, les investissements à l'étranger pour des entreprises encore. Nous avons ici l'évolution du cours de l'euro par rapport au dollar entre 2006 et 2016. La difficulté dans la lecture d'un graphique concernant les monnaies est de toujours bien repérer la première devise citée, ici donc l'euro. Question, que traduit ce mouvement ascendant entre 2006 et 2008 ? Il s'agit d'une appréciation de l'euro par rapport au dollar. La phase 2014 à 2016, globalement, traduit l'inverse, une dépréciation de l'euro par rapport au dollar. En réalité, c'est très compliqué de savoir si c'est plutôt l'euro qui s'est déprécié par rapport au dollar ou l'inverse, le dollar qui se serait apprécié par rapport à l'euro. Il nous manque pour affirmer ou affiner la réponse la comparaison avec d'autres devises ou une plus grande connaissance économique. Néanmoins, la bonne réponse ici entre 2014 et 2016 est bien une tendance à l'appréciation du dollar. Nous arrivons sur le dernier marché, le marché des biens et des services. Côté offre, nous pouvons nous poser la question d'où vient toute l'offre de produits qui nous environnent, chaussures, voitures, ordinateurs, etc. Évidemment, la réponse est l'entreprise du fait de sa production. Tournons-nous du côté droit, côté de la demande. Qui peut être demandeur de cette production ? Bien sûr, les ménages. Il s'agit alors de consommation finale. Si la production réalisée portait sur des produits semi-finis, des composants, des pièces détachées, l'agent économique demandeur serait l'entreprise au travers des consommations intermédiaires. Si la production réalisée a été des machines-outils, l'agent demandeur est encore l'entreprise, mais il s'agit cette fois-ci d'investissement, rappelez-vous, formation brute de capital fixe.
Je me place maintenant du côté de la demande et regarde à nouveau côté gauche, côté offre. Une grande partie des biens et services que nous consommons peut aussi provenir de l'étranger. Ainsi, dans tout pays, l'offre, c'est d'une part la production réalisée en interne, mais augmentée des importations. Basculons à nouveau du côté droit. Cet ensemble de produits offerts à un moment donné peut trouver preneur non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'étranger par le biais des exportations. Pour qu'il y ait équilibre sur le marché des biens et des services, il faudrait que l'offre soit égale à la demande, autrement dit que toute la production réalisée ait été vendue dans l'année. L'équilibre est atteint par la variation de stock, puisqu'entre un 1er janvier et un 31 décembre, fatalement, les stocks auront varié. Je vais simplifier cette équation en ne gardant qu'une lettre code. Pour la production, la lettre P. Pour les importations, la deuxième lettre du mot, la lettre M. Côté demande, CF pour consommation finale, CI consommation intermédiaire, I pour investissement et X la deuxième lettre du mot exportation. Nous allons corriger l'équation qui n'est pas pleinement satisfaisante puisque la lettre P correspond à la valeur de la production vendue mais ne correspond pas forcément à la richesse créée dans l'année. Ainsi, le chiffre d'affaires a été réalisé grâce à des consommations en provenance de d'autres entreprises. Il est donc plus intéressant d'utiliser le concept de valeur ajoutée. Pour obtenir cette valeur ajoutée, il faut déduire de chaque côté les consommations intermédiaires. On obtient ainsi côté offre la valeur ajoutée plus les importations et côté demande, consommation plus investissement plus exportation. La somme des valeurs ajoutées à l'échelle du pays, c'est le PIB. Donc PIB plus importation égale une consommation en provenance des ménages, l'investissement en provenance des entreprises et X qui traduit les exportations. On peut encore un peu améliorer l'équation à ce stade en isolant la demande privée de la demande publique et en proposant une lettre spécifique pour la demande publique, la lettre G, G de government anglais, donc de dépenses gouvernementales, donc pour nous de dépenses publiques. On en conclut que la demande exercée à l'échelle d'un pays est celle donc de ménages qui consomment, la lettre C, d'entreprises qui investissent, la lettre I, de pays étrangers à qui on vend, la lettre X, et des dépenses publiques, la lettre G. Je vais terminer en montrant bien à nouveau qu'il ne faut pas confondre valeur ajoutée et chiffre d'affaires. Ici nous avons deux entreprises. L'entreprise A a fait un chiffre d'affaires de 5 000 et B de 15 000. La somme des deux chiffres d'affaires est donc de 20 000. Par contre, l'entreprise A a acquis des matières premières à l'extérieur pour 4 000, l'entreprise B à l'extérieur pour 5 500, mais aussi auprès de A pour 3 500. Ainsi, le chiffre d'affaires total est de 20 000, mais le PIB ne serait ici que de 7 000. Pour terminer, quelques rappels sur les différents supports mis à votre disposition. Dans un premier temps, un blog qui est plutôt pour les thématiques d'économie, enfin économie et gestion. Si on prend donc au départ donc différents exercices ici de gestion, mais pour nous plutôt la partie ici économie, avec pour chacun des thèmes, des QCM, voilà, des questionnaires en ligne ici. Deuxième possibilité, les deux chaînes YouTube. Donc une chaîne qui est plutôt pour les tutoriels en matière de gestion et l'autre en matière d'économie. Donc celle sur la gestion, on retrouve ici un certain nombre de thématiques sur le budget de trésorerie, sur la prévision des ventes, le bilan fonctionnel par exemple. Et en économie, pour l'instant, il y a bien sûr peu de tutoriels puisque je commence juste à les faire. Deux seulement pour l'instant à votre disposition. Voilà, bon courage, bonne révision, bon apprentissage.